Alors, technologie, services numériques, faut-il imposer à l'État d'acheter 50% français au minimum? On en parle avec Alain Garnier, président de Jamespot, qui fournit des outils de communication et de collaboration en entreprise. Mais vous êtes surtout ici parce que vous êtes porte-parole du collectif Play France Digital. J'ai vu le slogan, c'était « Unis pour une Europe leader en numérique, la France en tête ». Mais oui. Eh oui, bien sûr, vous prêchez pour notre paroisse. Et depuis septembre dernier, le collectif a été rejoint par Luc Breton et son initiative Club IT 50+. Et Luc Breton, eh bien, c'est notre autre invité. Bonjour. Bonjour, donc entrepreneur, président de NextGen qui organise l'événement The NextGen Entreprise Summit sur les nouvelles formes de management et d'organisation. Donc membre du collectif IT 50+, 50+, j'imagine. Oui, IT 50+, c'est l'idée vous le dites en français, très bien. de flécher 50% des dépenses IT vers des acteurs français et européens. Voilà, et vous avez déjà 300 dirigeants qui se sont engagés dans cette direction ? Tous les jours un petit peu plus. D'ailleurs, je fais un appel à tous ceux qui le souhaitent pour signer la charte IT 50+, qui est la même que celle de nos amis de Play France, qui vise à flécher ces investissements IT dans un délai raisonnable. On peut se donner 3 ans pour faire ça. Ouais. Mais parce qu'il y a des appels d'offres en cours, on n'est pas dupe de ça. Mais l'important, c'est la direction, c'est la dérivée pour enclencher et impacter le réel tout de suite. Puisque les politiques, il y a une certaine inertie, il faut passer par des lois, c'est assez délicat, ça prend du temps. Les entrepreneurs, ils peuvent agir tout de suite, les décideurs, ils peuvent agir tout de suite, et donc c'est ce qu'on propose d'impacter le réel dès maintenant, pour promouvoir l'émergence de champions français et européens du numérique, parce qu'on est le seul continent à ne pas avoir fait. Sur les 300 dirigeants qui se sont engagés, est-ce qu'il y a eu déjà des premières entreprises qui ont vraiment concrétisé cet engagement ? Ah bien sûr, donc les entrepreneurs qui se sont engagés dans le collectif IT 50+, ont décidé en comité de direction de signer cette charte. On a d'ailleurs des collectifs métiers autour du web marketing, autour de la data dans le domaine tech, mais aussi dans la banque, pour orienter ces dépenses très concrètement dans les décisions qui sont prises au quotidien et de le faire dès maintenant. Bon, donc ça veut dire que c'est possible, qu'on peut le faire. Vous avez interpellé Alain Garnier avec Play France Digital, le gouvernement. Vous avez rédigé une tribune pour donner la priorité justement à la technologie française. Et actuellement, je sais que vous sollicitez les candidats à la présidentielle pour les questionner justement sur concrètement comment on fait avancer cette souveraineté numérique européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez déjà reçu, qui vous a écouté et s'il y a eu des premiers engagements? Alors, déjà, effectivement, pour revenir, mais merci effectivement de donner l'occasion de défendre effectivement ce sujet qui est vraiment important dans la question de la tech, qui est la question de l'autonomie et la souveraineté finalement européenne et française. Et on a pris un grand retard avec les Américains, c'est un peu ça le constat qu'il faut quand même remettre sur la table. Pourquoi est-ce qu'on amène la logique de quota? C'est qu'il y a une logique de domination. On est dans la même situation que ce qui arrivait avec le cinéma, c'est qu'à un moment donné, il faut réoxygéner un secteur si on ne veut pas qu'il disparaisse. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est dans toutes les économie. Donc ça, déjà, c'est un point, c'est qu'on arrive sur des questions stratégiques au-delà de la question du simple numérique. Il y a une menace de disparition, vous dites? Non, mais au sens, de la même façon que le cinéma a failli disparaître. Oui, mais aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une menace de disparition de l'écosystème tech français? Non, ce qui est intéressant, c'est justement, on est dans la phase du rebond. Le rebond, il est fait depuis à peu près 4-5 ans, parce que par exemple, depuis qu'il y a la French Tech qui a été lancée, par exemple, et puis qu'on a commencé à écouter un certain nombre d'éléments qu'on mettait sur la table, on est dans la phase du rebond. Mais comme dans un rebond dans la piscine, il faut mettre une petite impulsion. Et c'est là où le politique, d'autant plus en France, où on est quand même toujours à regarder ce que fait l'État, les grandes entreprises regardent beaucoup ce que font l'État. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont proches de l'État, EDF, Orange, enfin toutes ces boîtes-là. Bien sûr, ouais. Et donc là, il y a l'impulsion qu'il faut donner sur cette logique justement de quota de 50% d'achat de produits numériques européens. Alors, qui voilà. En fait, regardez, à la dernière présidentielle, personne. Et là, on avait, par exemple, alors, vous savez qu'on est en ce moment avec des candidats qui sont des candidats, on ne sait pas s'ils vont être... Pas encore tout à fait bien finalisé. Mais par exemple, on a depuis Roussel, qui a une logique de quota, Montebourg, qui a quitté un peu la course, mais qui a une logique de quota, Jadot qui pense à des quotas. Après, on passe plutôt à droite. On a donc aujourd'hui Valérie Pécresse qui a des quotas. Voilà. On a déjà un arc de cercle. Alors après, le candidat central potentiel, on n'a pas encore son avis là-dessus. Mais on voit déjà qu'il y a un arc de cercle sur les quotas
qui va, comme on dit, de la droite à la gauche, parce que je pense que c'est un sujet aujourd'hui essentiel de la reconquête de l'industrialisation et du numérique. Donc vous pensez que c'est entendu aujourd'hui? En tout cas, c'est vrai qu'on voit les choses évoluer. On parle de souveraineté numérique déjà. Tout à fait. C'est déjà pas mal. C'est plus tabou. Pour autant, les annonces, elles ne vont pas forcément dans le même sens. On a vu par exemple la SNCF annoncer publiquement qu'elle avait choisi Amazon pour l'hébergement de ses données voyageurs. Donc des intentions, mais dans les faits, pour l'instant, on ne voit pas encore se concrétiser. Les entreprises, les principaux fleurons européens, effectivement, annoncent successivement des alliances stratégiques, tantôt avec Google, tantôt avec Microsoft, que ce soit Renault, SNCF, les institutions publiques également, la Deutsche Bank. Il y en a tellement d'autres, je cite ceux que j'ai en tête comme ça. Et puis des clouds souverains qui seraient des mèches avec des supports américains pour l'essentiel, Orange, Capgemini avec Microsoft, et puis Thales avec Google. Comment peut-on imaginer créer une sorte de bouclier en fait en mettant un acteur français comme garant de la protection des données. Mais là, je pense que de la même manière que pour l'investissement, il faut arrêter d'être naïf. Le jour où les Américains feront une pression politique significative, et on voit bien que le numérique est le premier levier d'action géopolitique dans tous les conflits, que ce soit entre les États-Unis et la Russie, avec la Chine, etc. On voit bien que le numérique est le premier levier facile à actionner pour couper les vivres, je dirais, non seulement à des accès financiers, mais à des accès de données. Et aujourd'hui, celui qui possède la donnée, il est maître de l'économie, qu'on le veuille ou non. Ensuite, sur cette naïveté européenne, moi je voudrais revenir, et je pense qu'on est en train de la concevoir aujourd'hui, de la même manière que l'Europe s'est aperçue que ça faisait quand même plusieurs années, si ce n'est pas 20 ans, que les grands dirigeants européens étaient écoutés par la NSA. L'Europe a fait sa vierge effarouchée à ce moment-là. C'était assez rigolo de le voir. C'était quand même une pièce de théâtre. Eh bien, de la même manière, les Chinois, par exemple, ont refusé depuis toujours des clouds américains ou européens sur leur sol, sur leur marché en tout cas, pour des raisons de sécurité qui sont légitimes, a priori. En tout cas, ça s'entend. De la même manière, les Américains ont lancé le Small Business Act depuis très longtemps pour promouvoir un écosystème diversifié. Le crédit d'impôt dans des pays comme le Japon pour inciter, avec des déductions fiscales sur l'IS, à investir sur des logiciels américains. Donc finalement, tous les leviers qui permettraient à l'Europe de promouvoir ses champions européens, et à commencer par la France, qui peut le faire à son niveau, au niveau de l'État français. On peut le faire tout de suite. Moi, j'appelle ça de la naïveté et un manque de courage. Nous n'avons pas actionné ce que les autres grandes puissances du monde ont fait depuis bien longtemps. Et qu'est-ce que l'on attend pour le faire ? On peut aussi parler... On pourrait peut-être vous répondre, c'est du pragmatisme. Enfin, je sais pas, la SNCF, par exemple, si je reprends cet exemple-là, a dit, moi, j'ai audité tout un tas de solutions, j'ai pris celui qui répondait le mieux à mes besoins. Oui, la BPI a dit la même chose, mais c'est quand même très contestable, parce qu'aujourd'hui, moi je prétends en tout cas, pour avoir été un expert de ces sujets techniques pendant des années, je rappelle que j'étais le patron de l'innovation produits et services du groupe Orange pendant plus de 6 ans, je voyais ces sujets-là technologiques de très très près. Je prétends que 95 à 98% des besoins de toutes les entreprises aujourd'hui en France, et l'exception n'est pas française, peuvent se résoudre en termes de cloud, d'infrastructures, mais aussi de SaaS, c'est-à-dire les couches applicatives au-dessus de services, avec des solutions françaises et européennes, sans aucun problème. Et donc, c'est un faux débat. Alors pourquoi ? Alors, mais pourquoi ? Parce que déjà, il faut voir qu'on est dans une situation. C'est-à-dire que la situation, c'est que la domination des GAFAM, elle vient des autoroutes de l'information, qui est une vision stratégique des années 90. Donc là, je rappelle qu'on est en 2022, je crois. Donc ça nous fait 30 ans. Donc 30 ans plus tard, les États-Unis ont simplement les fruits de ce qu'ils ont planté. Ouais. Ce qui a vraiment changé là, récemment, moi je dirais, il y a 3 éléments qui ont changé pour moi. Ils sont vraiment structurels. Le premier, c'est le fait que, justement, il y a des alternatives et les acteurs de la tech sont justement très puissants. Et de manière très concrète, on les voit maintenant dans les marques. B2C, Doctolib, par exemple, ou Mano, c'est des marques qui sont bien connues. En B2B, plutôt pour les entreprises, si on prend notre exemple, nous, Genspot, on est déployé à la CNAM, 100 000 utilisateurs. Avant, on disait, non, les Français, ils n'ont pas la taille de tenir ce genre de choses. Voilà, nous, on tient 100 000 utilisateurs tous les jours. Bon. Et troisième chose, c'est qu'il y a aussi un souhait, un désir de relocalisation
hier, justement, est sortie une étude d'Ipsos sur cette question-là. 86% des Français pensent que l'État doit acheter au moins 50% justement des actifs Oui, dans non, le mais on numérique. peut en avoir envie, l'intention. Ah non, mais sauf que c'était pas le cas avant. C'était pas le cas Passage avant. à l'action. Et alors, quatrième point qui a changé, c'est la possibilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on nous disait, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, etc. Il se trouve qu'on a montré, là, par exemple, dans l'Europe, qu'on est capable justement de faire un certain nombre de lois globales. Au niveau français, il y a au moins mais des dizaines de solutions qui ont été mises sur la table. Par exemple, mettre en place des objectifs, par exemple, être sous la logique nationale, c'est-à-dire que la défense nationale. Par exemple, la question de ce qu'on appelle les certificats blancs, qui est une solution justement qu'on a mis en place pour l'écologie. Aujourd'hui, pour une maison, par exemple, on peut l'isoler, et donc ça crée une distorsion pour aider les gens qui vont isoler. C'est pas illégal. Et pourtant, c'est en dehors, ça joue sur les données du marché. C'est la même chose sur l'action du numérique. Donc en plus, aujourd'hui, on a la possibilité. Et c'est ça qui explique pourquoi les candidats s'intéressent aussi maintenant au sujet. Si vous regardez, c'est possible, il y a des acteurs, et les Français le veulent. 86% des Français veulent d'ailleurs que les candidats mettent ça dans leur programme. S'ils ne le mettent pas, 86% des Français sont, entre guillemets, non pas contre eux, mais en tout cas, trouvent qu'ils n'ont pas été dans le bon sens. Et c'est là où on voit un mouvement général. Puis accessoirement, ce sont quand même nos impôts. On a le droit de décider vers quoi on les oriente, qu'est-ce qu'on favorise. Moi, je rêve plutôt que mes enfants, demain, s'ils choisissent les filières d'ingénierie ou technique, puissent travailler en France plutôt que d'être obligés systématiquement d'aller s'expatrier. Enfin, les quotas, ça fait toujours penser à quelque chose d'imposé qui peut amener à faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. D'où la question, par exemple, des certificats blancs. Parce que les certificats blancs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas un modèle de quota bête et méchant. C'est le fait qu'on délègue à chaque opérateur de choisir là où il va aller justement investir. Parce que si on prend, par exemple, à nouveau les fameuses alternatives, on vient souvent à dire « Ah oui, on ne va pas faire comme ce que faisait Bull à l'époque. Alors voilà, l'État achetait Bull et puis on avait de la mauvaise qualité. » Très bien. Déjà, Bull a pas mal changé, mais aujourd'hui, par exemple, si on prend dans notre segment de la collaboration, qui est un des points clés, les éditions bureautiques en ligne, etc. Les outils collaboratifs. Les outils collaboratifs. On a fait un collectif, d'ailleurs, qui est aussi rattaché à Play France, qui s'appelle les Fab 8, parce qu'on est 8. Il y a 8 acteurs aujourd'hui français qui peuvent être des alternatives aux outils américains. 8. Donc, en fait, il y a une concurrence de marché. Justement, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à la fois... On en reçoit dans Smartech. Oui, bien. Le sujet, c'est pas de donner des subventions et c'est pas d'éteindre la concurrence. Au contraire, c'est d'augmenter la concurrence. Et on ne dit pas 100% du budget, mais 50%, c'est quand même pas... Et alors, la commande publique, c'est un symbole. C'est parce que ça permet à l'État de montrer l'exemple, mais c'est aussi... c'est plus un gros carnet de commandes. Mais bien sûr. Ça représenterait quoi à peu près pour l'économie française? Vous l'avez chiffré, ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si les grands comptes en France, qui représentent quelque chose de significatif, qui est comparable à l'administration publique, investissaient 0,01% de ces budgets vers des petits acteurs innovants, on créerait mécaniquement plusieurs dizaines de licornes et un certain nombre de titans. Puisque on se glorifie d'avoir créé 25 ou 26 licornes, c'est formidable. Là, le nouvel objectif, c'est d'avoir des géants. Voilà, les titans. Les fameux titans. Les fameux titans, c'est ça. Puisque l'Europe, je le rappelle, est le seul continent à ne pas avoir classé de titans, donc dans le FT 500, le classement Financial Times 500, qui classe en valorisation et en capitalisation les 500 premières entreprises du monde. On est le seul continent, l'Europe, depuis 20 ans, à ne pas avoir créé de géants du numérique dans ce classement. Donc CQFD, on a un vrai problème de stratégie industrielle, de stratégie d'investissement. Cette stratégie de quota, on pourrait arriver à tenir l'objectif. C'est pas on pourrait, ce sera mécanique. Et il faut bien concevoir le numérique, et Alain et moi sommes aujourd'hui sur ce plateau représentants de cela. C'est un écosystème. Et l'écosystème, il travaille en groupe, en meute, et tout ça ruisselle sur des entreprises de toute taille qui sont complémentaires. Quand Airbus a des contrats jumbo, c'est bon pour Toulouse, mais c'est bon pour des milliers de sous-traitants. On a évidemment la même logique et encore plus fluide sur le numérique. Je veux rappeler aussi une chose, c'est que le gouvernement et l'Europe se sont engagés pour 2030 à avoir l'ensemble des services publics qui sont gérables par le numérique. Il y a également le projet de portefeuille numérique. Donc on voit que le numérique va fluidifier et va prendre en charge 100% de notre quotidien. Il est important, culturellement, pas seulement techniquement et en termes de business, mais culturellement, que l'Europe garde la main sur ses fondamentaux, ses basiques, ses fondations
de l'Europe, de notre culture, de notre savoir-faire et de nos valeurs. Alors justement, ça pose la question du quota de 50%. 50% français ou il faudrait acheter 50% européens? Alors, nous, on a toujours pensé au niveau européen. Ça, c'est un point clé. D'ailleurs, c'est Play France, Play Digital, Play Europe. Voilà, mais, et c'est le premier mot qu'on retient, mais c'est vraiment dans cette dynamique qu'on s'est toujours positionné. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'il faut voir que les États-Unis, parce que là, on est vraiment, comparons ce qui est vraiment simple, le monde occidental, parce que l'Asie est un peu particulière par rapport à ça, mais ils pratiquent ça de manière évidente. Il n'y a pas la même unité en Europe, hein, on ne peut pas comparer l'Europe et les États-Unis. Mais même, c'est une question de mental par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on parle de naïveté, si on veut, mais en fait, on a fait, je pense, une énorme erreur industrielle. Vous allez dire pourquoi? On a fait une énorme erreur industrielle, c'est penser que le fait de désindustrialiser, en particulier le côté numérique, n'était pas un problème. Aujourd'hui, on voit que c'est un gros problème de dépendance. Les États-Unis, ce qu'ils ont fait, et ils continuent à le faire, c'est qu'ils financent les fameuses startups dites GAFAM. Quand, par exemple, là, on a le contrat Jedi de la NSA pour le cloud, il y a 10 milliards sur la table, mis quand même par les autorités américaines, alors ils se battent d'ailleurs de savoir si ça va être Amazon ou Microsoft, mais 10 milliards d'investissements. Et après, on nous dit, mais oui, mais en fait... Effectivement, c'est pas symbolique. C'est pas symbolique, c'est même essentiel. 10 milliards, par exemple, injectés sur l'action du cloud, demandez à OVH, demandez à Scaleway, demandez à Outscale, qui sont les trois cloudistes. Imaginez, nous, par exemple, on a tous les déploiements dans les ministères aujourd'hui qui sont faits sur du Microsoft, qui à un moment donné, ils ont donné gratuitement, le fameux open bar, et puis aujourd'hui, ils récoltent. Aujourd'hui, l'État français paye très cher des licences, puis à un moment donné, on lui a donné gratuitement, puis maintenant, il les paye. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a tout simplement de l'argent qui circule dans des mauvais canaux et il faut juste les réorienter. C'est justement une politique industrielle et il se trouve qu'aujourd'hui, on est mature pour rebondir comme ça au fond de la piscine. Et je peux vous dire que ce que je sens, moi, c'est que l'Europe n'a jamais été aussi forte d'un point de vue technologique parce que ce qu'on a, que n'ont pas les Américains, on a une forme de frugalité, on a une forme justement de melting pot culturel dans nos outils qu'ils n'ont pas. Nos outils sont plus fun, plus sympas. Il suffit de voir, là, dans les jeux vidéo, c'est que des Français ou des Européens. Moi, je vous entends et j'entends plein d'autres gens défendre la même chose, évidemment, ici. Pour autant, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Si on décidait demain d'imposer ce quota à l'État, dans sa commande publique, de réserver 50% des achats à des techs françaises, quelles seraient les difficultés quand même à soulever ? Les difficultés. Vous allez dire aucune. Non, vraiment, on a alors, aucune, c'est une première réponse. C'est-à-dire, il n'y a aucune difficulté à décider tout de suite de le faire. Certains diront c'est illégal, très bien, on réglera ce problème dans le temps. C'est une façon d'y aller. Ça, pour l'État, c'est compliqué de dire non, ça. Pas vraiment, puisque... il est en illégalité plein de fois, l'État. L'État en égalité, par exemple, sur le déploiement, par exemple, des logements sociaux. L'État est en égalité sur le déploiement écologique. Et d'une certaine manière, il s'accommode parfois, justement, du temps long par rapport à ça. Je pense que ça, c'est un faux sujet. C'est d'où la question de la volonté politique. Quand on a la volonté politique, il y a des moyens aujourd'hui techniques pour le faire. Les difficultés, elles sont où? Elles sont effectivement, dans un moment donné, un changement de mentalité par rapport à une certaine facilité aujourd'hui à dire j'ai choisi le numéro 1 mondial, donc je ne peux pas me tromper, donc je ne prends pas de risque. Oui, là, il y a la difficulté. Elle est là, la difficulté. Mais c'est à ça que c'est, en l'occurrence, d'où le débat d'aujourd'hui. La difficulté, c'est la prise de risque. C'est la prise de risque. Et celle-là, si l'État ne montre pas l'exemple... c'est là où c'est paradoxal. L'État qui est aujourd'hui extrêmement... Il pousse justement les entrepreneurs à prendre des risques, à travers les licornes, etc. Mais lui aussi devrait prendre des risques et en particulier assumer son rôle autour de l'aspect industriel. C'est à ça qu'on les amène, tout simplement. Privacy Shield et Safe Harbor ont été des dispositions américaines spécifiques en Europe qui étaient illégales du point de vue du droit européen, qui ont perduré pendant des années, qui ont été invalidées. Donc il n'y a pas de problème à vivre avec des choses qui paraissent au premier aspect illégales. Ensuite, l'État et le politique, il est là pour prendre des positions courageuses. Et c'est à peu près tout ce qui lui reste, puisqu'il est par ailleurs très endetté. Il a des capacités d'action quand même assez lentes dans ses prises de position et de décision. Et puis, pour revenir au sujet de tout à l'heure, oui, la maille, elle est européenne. Pourquoi ? Moi, je le vois tous les jours. Dans le groupe Mandarina auquel j'appartiens, il y a 2 sociétés de software, Talkspirit et Holaspirit. Ils ont 1000 clients, plus de 1000 clients à eux deux.
plus de 50% sont européens. Donc notre est vraiment européen. Il y a évidemment des clients dans la plaque Amérique et Asie, mais ça reste marginal. Je pense qu'on a en Europe le premier marché en valeur de la tech. C'est pour ça que finalement les Asiatiques et les Américains sont hyper intéressés par l'Europe. C'est un marché de conquête formidable. Les Américains, depuis toujours, on le sait, hein, il y a un livre blanc de la Commission européenne que je vous invite à lire qui a montré que les grands acteurs de la tech américaine procédaient par des prix plus bas que le marché. On parle de dumping sans le nommer, hein, depuis longtemps. Ça, c'est un argument aussi. Pour prendre des positions. Si on est plus cher, si on est beaucoup plus cher. Non, et alors ça, donc pour prendre des positions et ensuite relever les prix ou activer des clauses de maintenance. Oui. Donc il y a une dépendance incroyable. Le SIGREF l'a dénoncé, absolument. L'Institut Genève Plus l'a dénoncé depuis des années. On le sait, tout ça, on a ce retour d'expérience. Donc arrêtons d'être naïfs et agissons dès maintenant. Hein. Oui, parce que si on regarde sur ces questions-là, il y a également les fameux GAFA, mais qui sont dominants sur ces questions-là de la collaboration, ont aujourd'hui, par exemple, des procédures anticoncurrentielles qui sont passées sur le territoire français, sur le territoire européen. Nextcloud, par exemple, notre homologue allemand a lancé une plainte. Slack l'avait fait, qui est également un Américain. Donc, il faut voir aussi qu'on vit dans un régime de droit, parce qu'on est arrivé sur ce terrain-là, dans lequel aujourd'hui on a des acteurs qui justement bafouent le droit. Bon, et là, ce que nous on dit simplement, c'est qu'il faut justement revenir à quelque chose de positif en termes industriels, positif en termes culturels, qui va recréer aussi des emplois, recréer aussi un imaginaire positif européen. Parce que ce vivre dominé, quand on a 76% aujourd'hui des achats logiciels français qui sont américains, quand on dit la bataille du cloud est perdue, voilà, il y a des gens qui disent ça, comment est-ce qu'on peut se projeter avec nos enfants? Alors qu'à l'inverse, on a justement les capacités immédiates de faire changer les choses. Ça tombe bien, il y a une présidentielle qui arrive. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, c'est pour ça que nos candidats, et ça tombe bien, 86% des Français sont d'accord avec nous. Vous avez pu défendre votre point de vue. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Garnier, porte-parole de Playfrance Digital et président de Jamespot, et Luc Breton, entrepreneur, président de NextGen, membre du collectif IT 50+. Merci beaucoup pour vos arguments. On se retrouve juste après la pause. On va parler de Gaëlle Hague, portrait d'une femme tech entrepreneur.